Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la page du Foilier. Je m'adresse aujourd'hui principalement aux hommes. J'ai vu les récentes statistiques, vous êtes 35% en moyenne à être sur cette chaîne et 65% de femmes. Je suis assez content de voir que le ratio s'inverse petit à petit, qu'il y a de plus en plus d'hommes qui se connectent sur cette chaîne. Parce qu'à la base, c'est quand même l'objectif de cette chaîne YouTube, à savoir parler de sexisme aux hommes. Et aujourd'hui, je m'adresse à vous parce que j'ai besoin de vous, tout simplement. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin qu'on passe ensemble à l'action. Et je vais vous expliquer un petit peu de quoi il en retourne. Je vais vous expliquer ça. Un petit rappel des faits, il y a quelques années déjà, Gérard Depardieu a été accusé d'agression sexuelle. Il n'avait pas été nommé à ce moment-là. Il y a eu une mise en examen en 2020. Donc mise en examen, il y a quand même suffisamment de faisceaux de culpabilité, de présomption de culpabilité pour qu'un juge mette en examen. Et la victime présumée de Gérard Depardieu a fini par se libérer d'un poids qui était très, très lourd à porter pour elle et par nommer son agresseur en expliquant dans un communiqué qui est un communiqué très bien écrit qu'en fait elle n'en peut plus de ne plus avoir de vie, elle n'en peut plus de le voir tourner dans différents films et que c'est trop dur de continuer à taire, de ne pas donner son nom, etc. Dans cette vidéo, vous verrez, j'utiliserai comme vocabulaire victime présumée et violeur présumé. Non pas parce que je n'accorde pas tout le crédit du monde à la parole de la victime, mais simplement pour utiliser les dénominations pour être suffisamment prudent et qu'on ne vienne pas nous reprocher derrière qu'on se fait justice nous-mêmes. Donc, victime présumée, coupable présumé, ça ne veut pas dire qu'on pense que c'est faux. Ce qui s'est passé, c'est produit. Il n'y a pas de faux témoignage, ça n'existe pas. Ça existe en quantité tellement infime, c'est tellement rare. Ça ne fait tellement pas la règle que quand une femme dénonce un agresseur sexuel, c'est vrai. C'est toujours vrai dans plus de 95% des cas. Donc voilà, j'utiliserai quand même cette dénomination-là. Mais je ne doute à aucun moment de la parole de cette femme. À aucun moment. Donc voilà ce qui s'est passé, elle a dénoncé son agresseur et donc évidemment, étant donné qu'il s'agit de Gérard Depardieu, que c'est une personnalité très forte dans notre société, la presse commence à s'emparer de ça. Tout ce dont je vous parle s'est passé hier, le 17 décembre. Vous avez vu quelques articles qui sont sortis sur le site de la RTBF, de Libération, etc. Donc ça y est, ça commence à sortir et puis ça va pas s'arrêter. Ça va certainement pas s'arrêter, ça va probablement prendre de l'ampleur, peut-être qu'ils vont en parler à plus grande échelle. Donc voilà, aujourd'hui, j'en appelle aux hommes qui me suivent à m'aider parce que là, je suis fatigué. Je suis fatigué d'agir en fait un petit peu seul. Heureusement, il y a toujours les féministes Radfem qui sont là. Et c'est l'occasion pour moi de faire ma première parenthèse. La charge mentale qui incombe aux personnes de dénoncer les violences sexuelles, elle est lourde à porter. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui, au quotidien, militent dans leur vie personnelle, sur les réseaux sociaux, pour dénoncer les agresseurs sexuels. Et ces gens qui militent pour ça, c'est toujours des femmes. Et ça, c'est pas normal. Cette charge mentale, elle ne doit pas incomber aux femmes, elle ne doit pas incomber aux féministes. Ça, c'est une solution de facilité. Les agresseurs sexuels, ils vivent dans notre société, d'accord, dans la société dans laquelle nous, les hommes, on vit. Les exactions qu'ils commettent, les crimes qu'ils commettent, parce que ce sont des crimes, transforment la société dans laquelle nous, on vit. Nous sommes directement concernés par la présence de ces agresseurs sexuels absolument partout, qui créent ce climat de violence, qui entretient la culture du viol en France, etc. Et nous, en tant qu'hommes, on n'a pas accepté ça. Et on n'a certainement pas à considérer qu'en fait, c'est le rôle des femmes et des féministes de dénoncer ces agresseurs sexuels. Elles sont en situation de domination en France, les femmes, on le sait, absolument sur tous les critères qu'on puisse imaginer, sociaux, au niveau de la violence, au niveau du salaire, au niveau de la représentation dans les grandes structures, au niveau de la représentation dans les conseils d'administration, au sein des grandes entreprises, et ce sont les victimes des violences sexuelles en France. Donc on ne va pas en plus rajouter à ça, comprenez-moi bien, j'espère que vous me comprenez, la charge mentale de dénoncer les agresseurs. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas faire partie du problème si on n'accepte pas de se mettre du côté de la solution et ensuite dire ouais, c'est pas à nous de gérer ces trucs là, il y a les féministes, elles font bien ça sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je sais que vous êtes de bonne volonté, vous qui suivez ma chaîne, je le sais très bien, on échange parfois entre nous dans les commentaires ou en message privé et puis souvent vous me dites mais du coup moi je sais pas trop comment agir parce que quand j'essaye d'intégrer des milieux féministes on m'en rejette. Alors oui, je sais que c'est désagréable. Mais ça m'arrive aussi de me prendre des bâches, vous savez, ça m'arrive aussi qu'on me remette à ma place parce que dans des groupes dans lesquels je pense être
accepter ou au moins tolérer, et bah parfois j'ai pas exactement le bon propos, j'ai pas l'attitude qu'il faudrait, et bah je me fais remettre à ma place. Alors c'est pas agréable, c'est évident, ça n'est pas agréable du tout, mais c'est important. Et c'est important pour nous d'accueillir ça sans ego, d'accueillir ça sans colère et de comprendre en fait pourquoi bah, les femmes nous disent ok mais c'est très bien que vous souhaitiez vous engager mais féminisme c'est à nous. Et du coup certains hommes peuvent se dire bah, je comprends pas, c'est quoi ma place, on me demande de m'engager, j'essaye de m'engager et puis là on ne m'en donne pas l'opportunité. En fait il y a plein de choses qu'on peut faire en dehors du féminisme. La lutte contre le sexisme c'est pas la même chose que du féminisme. Le féminisme c'est une lutte qui pour moi doit rester en non-mixité, on doit rester en dehors de ces luttes là, mais par contre on doit agir. Et on peut agir assez facilement. Et donc voilà exactement ce que je vous propose de faire ici dans cette vidéo. Alors, d'où est-ce que ça vient? Bon, c'est assez simple. Hier, je suis allé voir du coup les messages sur Internet, les commentaires, on va dire, des internautes à propos des articles. Là, je vais vous mettre quelques réactions de ces personnes-là sous l'article de Libération. Et c'était des réactions qui étaient très inappropriées. Grosso modo, vous le savez, à chaque fois qu'un agresseur présumé est dénoncé, systématiquement, vous allez avoir des gens qui vont prendre la défense de l'agresseur, systématiquement, et qui vont le prendre dans les commentaires. Il faut absolument leur répondre à ces gens-là en permanence. On ne va pas leur faire changer d'avis à eux. Hein. Eux, ils sont perdus. On ne leur fera jamais bouger d'un iota sur leur position. Mais par contre, vous avez d'autres personnes qui vont venir sur ces pages internet, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, et qui vont lire les réactions de ces gens-là, et qui vont lire des réactions sans contradicteur, de personnes qui vont dire « moi je ne crois pas à la victime, je pense qu'elle ment », etc. Et c'est pour ces gens-là qu'on répond. C'est pour les gens neutres qui ne se sont jamais posé la question de savoir s'il fallait croire ou non une victime présumée ou pas. Et en fait, c'est ces gens-là qui n'ont pas encore d'opinion qu'on doit absolument convaincre. Et pour les convaincre, il faut répondre en masse. Il faut répondre en masse. Quand vous avez un commentaire d'une personne qui remet en doute le témoignage d'une victime de violence sexuelle, il faudrait qu'on soit 10 mecs, au moins, à chaque commentaire, à dire voilà, vos propos sont faux. Et vos propos sont problématiques. Pour que la personne un peu neutre qui vient lire ce commentaire-là voit qu'il y a des réactions très très fortes de la part de personnes en dessous, qui plus est des hommes. Vous savez à quel point ça paraît aberrant, mais à quel point la parole des hommes est plus écoutée que la parole des femmes dans cette société. C'est aberrant, mais c'est comme ça. Et donc elles se disent, ok, il y a 10 mecs là qui lui rentrent dedans, donc le propos qui a été tenu n'est pas un propos normal. Mais si on fait pas ça, si jamais on n'accepte pas de prendre ce rôle, d'accepter ce rôle-là, qu'est-ce qui va se passer? Ces commentaires vont arriver en masse, ils vont entraîner une sorte de mimétisme de pensée chez les personnes qui n'avaient pas forcément d'avis, qui pensent que c'est ça qu'il faut dire, qui vont continuer à répéter ces trucs-là. Et à chaque fois qu'il y aura un article qui va essayer de dénoncer un agresseur sexuel ou l'agresseur sexuel sera défendu, ça va rajouter à la culture du viol dans ce pays. De quelle manière? C'est très simple. Les femmes qui vont lire ça vont se dire, bon voilà, si un jour ça m'arrive, j'irai pas porter plainte. Et j'en parlerai pas, parce que de toute façon, je vais être jeté en pâture, parce que de toute façon, on ne va pas me croire. Donc là, il est temps qu'en masse, on se réunisse tous pour, et c'est fondamental il me semble, montrer en fait qu'on croit les personnes qui dénoncent leurs agressions sexuelles. On croit toutes les victimes présumées sans aucune exception. Donc je vais vous faire une petite revue là des messages auxquels j'ai pu répondre. Vous allez même voir mes réponses. Je ne me cache pas, j'ai mal répondu hier parce que j'étais assez en colère, donc j'ai vraiment mal répondu. Je ne me cache pas de ça, je ne vais pas jouer le héros parce que j'ai répondu un peu avec agressivité, ce qui n'est pas forcément la meilleure des choses à faire. Mais voilà, je vais vous montrer un petit peu de ça. Je préfère juste prévenir, s'il y a des femmes qui regardent encore la vidéo, les propos qui vont suivre, ils sont très durs. Donc si jamais vous avez malheureusement connu les traumatismes sexuels et que la plaie est encore ouverte, ça pourrait vraiment réveiller des choses dures. Donc voilà, c'est le moment d'arrêter la vidéo. À la limite, je mettrai un timecode là. Je vais mettre un timecode en bas. Et puis revenez à la dernière partie qui s'appelle Que répondre, où je donne des conseils aux hommes pour savoir ce qu'il faut répondre en fonction des messages qui sont propagés sur les réseaux sociaux. Mais voilà, en attendant, peut-être qu'il serait mieux de vous protéger. Voilà, allez, je mets maintenant les messages. Donc, besoin de pognon, chute de notoriété. Tout ça, c'est sous l'article de Libération. Il peut pas se rappeler, il était bourré. Bon, c'est bien, il faut pas ironiser sur ce genre de choses, c'est lamentable. Vous avez qu'à le demander en mariage. Non mais vous vous rendez compte, mais la méchanceté de ce genre de message. Donc, elle aurait été violée une première fois chez Depardieu et elle est retournée chez lui où il l'aurait violée une deuxième fois. Avec plein de points d'exclamation. Il est encore vaillant, notre GG national. On le surnomme, tire qu'un coup est bon de mou. Encore une déçue de la promotion canapé, c'est dingue. Alors, promotion canapé, ça c'est du viol. C'est-à-dire, bloquer la carrière d'une femme parce qu'elle n'a pas couché avec vous, c'est du viol. Donc en fait, déçu de la promotion canapé, ça ne veut strictement rien dire.
Donc c'est abject tout ça. Hein. Un peu de pub, toute comédienne ratée se doit d'avoir été violée si elle décroche un rôle. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Luc Besson filmait, PPD a commenté l'exploit de GG, et depuis les valseuses, il est toujours apte à Ngolo dans la case. Vous vous rendez compte, ça ironise là-dessus, quoi. Dégage à la Russie, ici les femmes ont besoin d'argent, ton argent, quand on les écoute elles ont toutes été violées. Très lassant ces histoires, soyez réalistes mesdemoiselles, les hommes célèbres sont des cimes faciles. Là, stupide. Je me souviens, j'ai été violée par Kim Kardashian et Lady Gaga à Francfort en 2017, au secours aidez-moi, on croit vraiment rêver. Elle retourne chez lui 8 jours après avec des points d'exclamation. Pourquoi ne pas porter plainte le lendemain du viol, etc. Bon, je m'arrête là, j'en ai d'autres, je m'arrête là parce que ça me remet en colère. Vous remarquerez qu'il y a parmi ces messages-là un certain nombre de femmes qui ont répondu à ces choses-là. Alors, je veux juste attirer votre attention. C'est des messages qui sont aussi problématiques que ceux des hommes, bien évidemment. Hein. Je ne dis pas que ce n'est pas des messages problématiques. Par contre, je voudrais juste attirer votre attention sur un point. C'est que être une femme dans cette société-là, c'est très compliqué. Et si vous en êtes dans une société aussi sexiste, aussi violente à l'encontre des femmes, à défendre des agresseurs présumés, je vous laisse imaginer la quantité de violence que ces femmes ont subi avant pour en arriver à avoir ce mécanisme de survie qui va consister chez ces femmes à défendre les agresseurs présumés. Donc voilà, pas de jugement de valeur, en particulier quand les femmes postent ces messages-là. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut répondre à toutes ces choses-là? Je vais vous donner une liste des arguments qu'on a l'habitude de lire et des propositions de réponses que vous pouvez leur faire. Sachez que absolument rien dans cette liste n'a été inventé par moi, j'ai pas inventé l'eau chaude. Tout ça, c'est des choses que j'ai pu apprendre sur les différents sites Radfem que je parcours depuis maintenant 3 ans. Donc voilà, si jamais vous voulez en savoir plus sur ce mouvement-là, avoir des idées sur comment agir, allez suivre ces pages. Allez suivre les pages, je sais pas, de Féministes Radicales en Mouvement, de Féminicide par compagnon ou ex-compagnon, les pages d'Osez Féminisme. Allez suivre les pages Féministes Radicales, parce que voilà, rien de ce que je vous dis là ne vient de moi, c'est juste des choses que j'ai apprises dans ces pages. Donc, un des arguments qu'on entend le plus souvent, c'est elle cherche à se faire connaître et elle cherche à gagner de l'argent. Bon. Écoutez, essayez simplement de signaler à la personne qui a posté ça qu'en réalité, aucune femme qui n'a jamais porté plainte pour agression sexuelle n'est devenue riche et célèbre par la suite. C'est même en général plutôt l'inverse, ce sont des personnes qui vont subir de la précarité parce qu'elles vont être blacklistées. Même quand elles ont dénoncé une agression sexuelle, que se disent les mecs? C'est une fille à problème parce qu'elle a dénoncé un mec et peut-être qu'elle ment. Et donc en fait non, dénoncer un agresseur sexuel demande un courage absolument inouï parce que non seulement votre nom va être traîné dans la boue, vous n'allez pas vous faire connaître ou alors en mal, et non, ça va pas vous enrichir du tout parce que les procès en France, quand ils condamnent les agresseurs sexuels, ne rendent pas la victime riche. Éventuellement, elle va récupérer suffisamment d'argent pour payer les frais d'avocat qu'elle avait déjà avancés elle-même et puis ça va s'arrêter là. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas porté plainte avant? Phrase très fréquente qu'on entend, simplement parce que le viol ça détruit, le viol ça heurte, ça sidère, ça peut créer des amnésies traumatiques, il peut y avoir parfois énormément de temps entre le moment où la personne a été violée et au moment où elle réalise qu'elle a été violée. Je vais vous donner un exemple qui est caractéristique, qui est arrivé à une de mes anciennes élèves, que je salue, je ne vais pas donner son prénom, mais je sais qu'elle regarde l'émission et qu'elle sait que je pense à elle, le viol conjugal. Vous êtes violé par un de vos compagnons qui vous force à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire ou qui vous prend par surprise en pleine nuit, il faut du temps pour réaliser que ça s'est passé. Donc pourquoi la personne ne porte pas plainte avant? Parce que c'est pas facile de réaliser ce qui s'est passé, puis parce qu'il faut aussi du courage, et puis parce que quand les femmes portent plainte, regardez les messages qu'on vient de lire juste avant qu'elles se prennent dans la tronche. Enfin, vous comprenez bien que c'est difficile de porter plainte, que c'est aussi un processus, qu'il faut du temps pour se dire maintenant je porte plainte. Pourquoi elle ne l'a pas quitté ou pourquoi elle l'a revu après un premier viol? C'est simple, un viol, c'est un crime de domination, d'accord? J'ai eu un échange passionnant avec l'une de vous dans la dernière vidéo où elle avait des ressources bibliographiques disant que les hommes violaient parce qu'ils avaient un taux de testostérone élevé. Moi, j'avais des articles qui montraient l'inverse, tout l'inverse, même que ça n'avait pas de rapport avec la testostérone et même c'était plutôt l'inverse, que les agresseurs sexuels avaient plutôt un taux de testostérone assez bas. Ça montre quoi? Le désaccord que j'ai pu avoir avec elle, je remercie pour la source qu'elle m'a envoyée, que j'ai déjà lu bien sûr, ça montre que en fait on n'est pas tout à fait sûr qu'il y ait des liens hormonaux, mais ce qu'on sait c'est qu'il y a des facteurs sociaux à l'agression sexuelle. Et ce facteur social là, qu'est-ce que c'est? C'est le rapport de domination. Donc pourquoi la personne elle quitte pas ou pourquoi elle revient? Parce qu'elle est dans un état de domination, parce qu'elle est dominée par une personne. Et c'est très 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 difficile de réaliser qu'on est sous emprise. C'est quelque chose qui ne m'est arrivé qu'une seule fois dans mes rapports amoureux, d'être sous une emprise de quelqu'un. Ça a été terrible. Et malgré toute
mon intelligence, entre guillemets, hein, je ne dis pas que je suis très intelligent, mais malgré ma qualité à analyser les situations, malgré ma lucidité, il m'a fallu des mois pour réaliser que j'étais sous l'emprise de quelqu'un, et ça a été terrible. Et donc, bah oui, j'ai pas quitté cette personne suffisamment tôt. Donc en fait, c'est pas étrange que la personne soit revenue voir la personne qui l'ait agressée sexuellement ou qu'elle l'ait pas quittée si c'est dans le cadre d'un couple. Il faut respecter la présomption d'innocence, ça c'est partout. Alors, présomption d'innocence, c'est un concept juridique qui dit simplement qu'un juge n'a pas la possibilité de condamner une personne s'il n'a pas la preuve de sa culpabilité. Et donc, tant qu'on ne lui a pas apporté au juge la preuve de la culpabilité, il ne peut pas décider que la personne est coupable. C'est ça la présomption d'innocence. C'est tout. La présomption d'innocence, ça ne veut pas dire qu'il faut remettre en question la parole d'une victime présumée. C'est pas ça la présomption d'innocence. Et figurez-vous que quand vous faites ça, quand vous dites qu'il faut respecter la présomption d'innocence, donc peut-être que l'agresseur n'est pas coupable, en fait, vous ne respectez pas la présomption d'innocence de l'honnêteté de la victime. C'est-à-dire que vous considérez de facto qu'elle est peut-être coupable et qu'elle a inventé. Et bien justement, par rapport à ça, il y a la fameuse phrase « il y a des faux témoignages ». Écoutez, on en a déjà parlé dans une vidéo. La plus grosse étude qui a été produite, la plus solide, la plus sérieuse, qui vient des États-Unis, sur un tout petit peu plus de 1000 cas, montre qu'il y a moins de 7%, je crois que c'est 7,4% de fausses accusations. 7,4%. Et ça veut dire quoi? 7,4%, ça existe. Je veux dire, les personnes qui sont dans cette situation-là, qui se sont retrouvées, dénoncées alors que c'était faux, c'est un drame pour ces personnes-là. Je ne suis pas en train de diminuer ça. Pitié pas de note Holman sous cette vidéo, d'accord? Soyez raisonnable. Ça signifie quoi? Ça signifie que lorsque vous avez une personne, une victime présumée qui va dénoncer un agresseur sexuel, si vous prenez le parti de l'agresseur sexuel, dans 93% des cas minimum, vous allez prendre la défense d'un violeur. Voilà. Et si vous prenez systématiquement la défense de la personne qui dénonce son agression, de la victime présumée, dans 93% des cas minimum, vous allez défendre la victime. Donc en fait, moi je veux bien parler des faux témoignages parce que c'est des choses qui existent, mais ça fait pas foi. Je veux dire, c'est pas du tout systémique, ce sont des faits divers. Si jamais vous décidez de considérer ces chiffres comme étant signifiants, vous allez défendre des agresseurs sexuels dans 93% des cas. C'est ça qu'il faut dire aux gens. C'est-à-dire, avec cette position-là, dans 9,5 cas sur 10, vous dénoncez des violeurs et vous faites du coup le jeu du patriarcat. Vous faites le jeu de la culture du viol. Ce qu'on lit beaucoup aussi. C'est bizarre, toutes ces plaintes en ce moment. Bah non, c'est pas bizarre. Ça révèle quoi? Ça révèle ce que le mouvement MeToo a fait éclater au grand public, que les féministes savaient depuis longtemps et que moi j'ai découvert grâce au mouvement MeToo, c'est que le viol n'est pas un fait divers. Le viol, c'est un fait social, c'est un fait sociétal, parce qu'on est dans une société dans laquelle la construction masculine crée des hommes qui sont sûrs de leur force, à qui on explique qu'ils peuvent obtenir ce qu'ils veulent, à qui on explique que leur désir est plus important que celui des femmes, leur désir sexuel, ce qui est complètement faux, à qui on montre par plein d'exemples dans la société que s'ils violent, en fait, c'est pas si grave, parce qu'ils vont pas forcément être condamnés, parce qu'ils vont être défendus par les gens sur Internet, y compris par des femmes. Donc en fait, qu'est-ce qu'il y a d'étrange avec le fait qu'il y ait autant de plaintes en ce moment? Il n'y a rien d'étrange avec ça. Ça va simplement démontrer l'existence de la domination masculine dans la société. Je suis désolé de citer Bourdieu, mais ça me fait pas plaisir de le citer lui, mais bon, n'empêche que c'est la réalité, quoi. La domination masculine en France fait que les violeurs ne sont pas inquiétés. Il faut qu'on mette un terme à ça. On sanctionne fermement les violeurs, ça c'est le travail de la justice, et nous, notre travail de terrain, c'est témoigner notre soutien indéfectible à toutes les victimes présumées, systématiquement, et dénoncer les propos de personnes qui remettent leur discours en question. Une autre phrase, avec toutes les femmes qu'il peut avoir, pourquoi est-ce qu'il irait la violer elle? C'est ce que je vous ai dit, le viol c'est un rapport de domination, ça n'a rien à voir. Le viol c'est pas du sexe, hein. Le viol c'est pas une relation sexuelle, hein. D'accord, qu'on s'entende bien. Le viol, c'est un rapport de domination violent, brutal. La personne ne cherche pas à avoir une relation avec une femme quand elle viole. J'espère que ça vous paraît absolument évident. C'est pas ça une relation sexuelle. J'espère que j'ai pas besoin de préciser ça, quoi. Donc on est dans un rapport de domination et du coup, en fait, ça n'a rien à voir avec le succès qu'il peut avoir avec la gente féminine. Si l'agresseur présumé décide de blesser quelqu'un, volontairement, il va aller la blesser. S'il veut rentrer dans un rapport de domination avec elle, il va la violer. C'est pas une notion de désir ou c'est pas une frustration. Attention, hein, les violeurs, ce ne sont pas des gens frustrés sexuellement, hein. Lisez bien les études qui montrent que dans les quartiers où il y a de la prostitution, il y a plus de crimes sexuels. C'est-à-dire que la possibilité qu'on donne à des hommes de payer pour du sexe, c'est du viol d'ailleurs ça, hein, de payer pour du sexe
soi-disant parce que ça va aider les gens à pas avoir de frustration, ça va diminuer les violences sexuelles, c'est faux, c'est tout l'inverse qui se produit, parce que la prostitution, c'est une sorte de jeu de rôle, ça met en scène les rapports de domination d'un homme sur une femme. Donc ça met en scène le viol, la prostitution, il faut bien comprendre ça, hein. Les rapports de domination, il faut les comprendre. Une phrase qu'on entend très souvent, ça m'étonnerait de Gérard Depardieu, je l'avais entendu déjà pour Patrick Bruel. Mais pourquoi ça vous étonnerait de venant de Depardieu en fait ? Tous les hommes potentiellement peuvent être des agresseurs. Il n'y a pas un visage type de l'agresseur, il faut bien le comprendre. L'agression sexuelle, ça peut venir de n'importe qui ne réfléchirait pas à sa condition d'homme, qui n'essaierait pas d'avoir un minimum de travail de déconstruction sur ce que c'est que la masculinité. Toutes les personnes qui sont dans les clichés masculinistes sont potentiellement des violeurs, il faut faire attention. Donc ça pourrait être lui, ça pourrait être n'importe quel autre, il n'y a pas de visage au violeur, il ne faut pas être étonné quand on vous apprend que votre chouchou est un agresseur sexuel. Voilà, il faut pas être étonné. Et il faut tout de suite, dans notre vie, décider de les en exclure. Il faut plus aller voir les films, là, avec Depardieu. Je suis pas en train de dire, attention, me dites pas que je fais le rôle d'un juge, il n'a pas été condamné, je sais, mais c'est pas parce qu'il n'a pas été condamné qu'on n'a pas le droit d'être en empathie avec la victime présumée, qu'on n'a pas le droit de dire, en attendant, je décide de ne plus aller voir les films de Depardieu, de ne plus parler de ce type-là. Voilà, je vois pas en fait en quoi on n'est pas dans notre droit, et je vois pas en quoi on viole la présomption d'innocence, quoi. Ensuite, on a dénoncé un agresseur peut ruiner sa vie. Alors non. Non, c'est lui qui a ruiné la vie d'une personne. Dénoncer un agresseur, ça ne ruine pas sa vie, d'accord ? Ça corrige éventuellement la vie qui a été ruinée, mais dénoncer un agresseur ne détruit pas une vie. Il a détruit sa vie tout seul en détruisant la vie d'une autre personne. Cet argument-là, c'est une inversion. Attention, l'inversion, c'est très pervers, et je pense que ça fait partie des messages les plus violents que peuvent lire les victimes d'agressions sexuelles. Et enfin, j'en ai gardé une autre, mais il y en a une dernière. Dénoncer un agresseur sexuel, ça peut lui faire perdre sa famille. Alors non, alors là, pas du tout. Dénoncer un agresseur sexuel, ça va mettre sa famille à l'abri. D'accord ? Parce qu'un agresseur sexuel, il est dangereux pour tout le monde, il est dangereux pour la société, il est dangereux pour son entourage, il est dangereux pour sa famille. Voilà ce que je vous propose de répondre. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Ce qu'on peut faire d'autre, c'est dénoncer ces messages. Aller sur les réseaux sociaux, faire un clic droit et les dénoncer pour propos haineux. Alors ça paraît un petit peu fou ce que je vais vous dire, mais il n'est pas possible de dénoncer des propos misogynes sur Facebook. Voilà. Quand vous cliquez pour dénoncer les propos, pour bloquer une personne et dénoncer les propos, on va vous dire que est-ce que vous voulez dénoncer un propos raciste, un propos transphobe, mais il n'y a pas de dénonciation de propos misogynes. On croit rêver. Donc vous pouvez dénoncer ces propos-là pour appel à la violence. Voilà. Donc écoutez, voilà ce que je vous demande. Là, dans les prochains jours, il va y avoir un shitstorm absolument terrible sur cette jeune comédienne qui va être traînée dans la boue, qui va être moquée, dont on va remettre la parole en question. Et vous allez lire un nombre assez important de messages allant dans ce sens-là. Voilà, s'il vous plaît, là, les mecs qui me regardez, aidez-moi. Je suis fatigué, j'ai répondu à quasiment 140 messages depuis hier, le chiffre ne cesse d'augmenter, c'est épuisant et je me sens un petit peu seul parce que quand je le fais, je reçois des réactions de moquerie de la part des personnes à qui j'ai répondu. Donc là, j'ai besoin de votre aide, j'ai besoin qu'on réalise que, vous avez envie d'agir positivement, d'être un vrai allié du féminisme, parce que là, je crois qu'on peut dire qu'on serait allié si on le fait, c'est le moment. Et ça consiste pas vouloir être allié à simplement dire moi je soutiens les femmes et je dénonce les agresseurs. C'est très très bien intellectuellement d'être d'accord, c'est très très bien de partager ces idées-là, mais là il faut agir. J'ai besoin de vous. Vous tapez le hashtag Depardieu sur les réseaux sociaux, vous allez tomber sur les articles qui en parlent. Là vous en avez un sur Libération et sur la RTBF qui est sorti le 17 décembre que vous allez retrouver rapidement. Si vous avez du courage, de l'énergie, si vous arrivez à faire ce que je n'ai pas réussi à faire, à savoir répondre aux gens sans trop de colère, parce que je me suis un peu énervé, vous l'avez vu dans mes réponses, et je le regrette, j'ai pas été très pédagogue, mais bon, parfois je suis submergé. Écoutez, voilà, faites-le. Faisons-le ensemble. Je pense que ça peut être un jour assez décisif pour nous, où là, concrètement, les femmes victimes de violences sexuelles pourraient voir enfin un afflux d'hommes les défendre. Voilà. Je compte sur vous. Si vous avez des corrections à apporter à cette vidéo ou quoi que ce soit, voilà, n'hésitez pas à me le dire. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je suis désolé pour ma mine un petit peu triste. La période elle est un petit peu difficile en ce moment. Mais bon voilà, on revient rapidement avec des vidéos peut-être un petit peu plus dynamiques. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.